Caméra Obscura 3.0, votre podcast sur l'avenir du marketing digital et des nouvelles technologies. Caméra Obscura 3.0, je suis Cyril Thiard, je suis dirigeant de l'agence Cyril Digital et je suis aujourd'hui en direct du cabinet Auban Avocat à Toulouse en compagnie de Maître Alexandra Bouloc et Maître Sophie Mascara, avec lesquels on va parler de propriété intellectuelle, également de communication aujourd'hui d'une manière générale au sens un peu plus large et des répercussions qu'elle peut avoir justement d'un point de vue légal. Donc Maître Bouloc, Maître Mascara, bonjour. Bonjour. Je suis ravi aujourd'hui d'être en votre présence pour évoquer ces éléments-là. Et justement, on a prévu d'échanger ensemble pendant une petite demi-heure, peut-être un petit peu plus aussi, sur beaucoup d'actualités. Aujourd'hui, on voit de la communication un peu dans tous les sens et je me suis dit, faut quand même de temps en temps rappeler le cadre légal qui est quelque chose sur lequel je crois que vous travaillez de manière régulière. La propriété intellectuelle pour Sophie. Oui, c'est ça. Et le droit des affaires au sens plus large pour Alexandra. Je vais commencer par une question justement en lien avec une approche plus généraliste. Est-ce qu'un dirigeant, il est juridiquement responsable de toutes les communications de son entreprise, y compris celles par son équipe marketing ou un employé, un prestataire, comme on peut voir en ce moment les petits bad buzz, notamment sur les réseaux sociaux? Alors, c'est une question un petit peu à tiroir à laquelle il faut répondre à 3 niveaux. Alors déjà, vous parlez de dirigeants, vous parlez d'entreprise. Bon, il faut savoir que on a 2 types en fait d'entreprises. On a l'entreprise individuelle qui peut être une personne physique et on a également l'entreprise personne morale. Une personne morale, elle est responsable au même titre qu'une personne physique. Donc, sur le premier point, à savoir si l'entreprise, donc personne physique ou la société, personne morale, est responsable des communications, de ces communications digitales, si effectivement elle cause un préjudice à autrui, elle est responsable juridiquement. Est-ce qu'elle est responsable des communications qu'elle a demandé à ses salariés d'effectuer? Aussi. On est responsable du fait de ses préposés, puisque lorsqu'on est employeur, on a un pouvoir de direction, et donc on est responsable des faits fautifs qui sont commis dans le cadre de cette communication. Alors pour un exemple un peu plus pragmatique, il y a une société qui a été condamnée parce que son salarié avait utilisé un ordinateur de l'entreprise donc pour créer un site internet où il a critiqué une société d'autoroute. Ça n'avait rien à voir avec le job du salarié, mais ce qui a été reproché à l'employeur et la raison pour laquelle sa responsabilité a été engagée, c'est que il avait mis à disposition de l'employeur de son salarié, un outil informatique et il ne l'avait pas strictement encadré. En fait, l'employeur, s'il veut se protéger des comportements qui peuvent être répréhensibles en matière digitale, il doit éditer comme un guide de bonne conduite. C'est-à-dire, alors, un guide de bonne conduite, généralement, on l'a dans le règlement intérieur. C'est-à-dire, ok, vous avez un ordinateur professionnel qui vous est mis à disposition, voilà la façon dont vous devez l'utiliser, voilà les sites sur lesquels vous devez aller, ceux sur lesquels vous ne pouvez pas aller. Ça doit être un minimum encadré. Si l'employeur ne le fait pas et que le salarié effectivement, commet un comportement abusif avec le matériel de l'entreprise, l'employeur en est responsable. Donc le maître mot, c'est vraiment l'encadrement de l'utilisation du matériel informatique pour le salarié par l'employeur. Et si justement c'est avec ses effets personnels qu'un ou une salariée évoque certains éléments, notamment sur ses réseaux sociaux à proprement parler. Je veux pas forcément citer une personne, mais je pense que vous voyez à quoi je fais référence, de personnes qui pourraient dénigrer son employeur directement sur les réseaux. Alors, ça c'est la problème. Alors, effet personnel, vous parlez de quoi? Un téléphone, voilà, les TikTok ou Instagram. Voilà, donc c'est pas un téléphone mis à la disposition de l'employeur, c'est son téléphone personnel. Là, c'est pareil, ça recoupe en fait le pouvoir de direction de l'employeur. Quand on signe un contrat de travail, généralement, il y a des obligations, d'accord, de part et d'autre, et il peut y avoir une obligation de la part du salarié et une obligation de discrétion et de réserve. Vous avez dû voir passer
cette affaire-là où un salarié, en fait, sur LinkedIn avait posté, je crois que c'était une photo de son bureau avec un poster où il y avait les plans, je crois, d'un moteur ou je sais plus quoi exactement comme matériel. Et il s'avère que cette personne, ce salarié a été licencié parce que via cette publication, il a donné accès publiquement à des informations qui étaient confidentielles et qui appartenaient à l'entreprise. Voilà. Après, il y a tout le débat sur j'ai un compte Facebook, j'ai un compte privé qui est ouvert qu'à certains de mes amis, donc je tiens des propos malveillants ou désagréables vis-à-vis de mon employeur. S'il s'avère que c'est ouvert à des amis qui, eux, ont un compte public, et que ça arrive entre les mains de l'employeur, oui, effectivement, là, le salarié peut être sanctionné. Donc, ça peut aller de la mise à pied au licenciement pour faute grave. Et donc maintenant, justement, si on évoque la question, cette fois-ci, d'un prestataire par rapport à ça. Alors là, c'est différent parce que c'est un tiers. Ce qui compte, encore une fois, c'est le contrat qui va lier le prestataire à l'entreprise. Donc l'entreprise, elle va mandater un professionnel pour s'occuper de sa communication digitale. Donc la première chose la plus importante, c'est effectivement déjà encadrer la teneur de la communication via ce contrat, qui fait la loi des parties. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'ai un prestataire qui va produire une communication digitale qui va être validée par l'entreprise mandante, et ça va créer un préjudice. D'accord? Dans ce cas-là, la victime va agir contre l'entreprise. Voilà. Pas l'entreprise prestataire, l'entreprise qui a mandaté l'entreprise de prestation de services. Si en revanche, la communication digitale donc crée un préjudice et qu'elle n'a pas été validée par l'entreprise mandante, alors ce qui va se passer, la victime va agir contre l'entreprise mandante, mais l'entreprise mandante pourra se retourner contre l'entreprise prestataire en disant « vous n'avez pas respecté en fait les termes de notre contrat, je n'ai pas validé cette communication, ça a engagé ma responsabilité, j'ai un préjudice parce que vous avez mal exécuté le contrat qui nous lie, donc je me retourne contre vous pour être indemnisé de ce que j'ai dû moi régler à la victime. » Tout à fait. Et alors, quand on réfléchit justement sur de la communication, et là je m'adresse un petit peu plus à Sophie, de marque sur un sujet d'actualité, et ou qu'elle s'engage cette marque publiquement, y a-t-il un cadre et quel serait ce cadre à respecter pour éviter d'éventuelles justement poursuites? Alors c'est effectivement dans la mouvance aujourd'hui que les sociétés se positionnent de manière générale, mais effectivement en s'engageant, il y a toujours un risque. En fait, le risque, soit on reste silencieux et on passe à côté du sujet d'actualité, soit on s'engage, mais on peut perdre des clients qui n'ont pas les mêmes positions que nous, que la marque, en tout cas, et des valeurs que la marque véhicule. Alors, ce qu'il faut éviter, même si on est toujours libre de s'exprimer, c'est en premier lieu les propos qu'on appelle diffamatoires. Donc ça, c'est ce qui porte atteinte à l'honneur, à la considération de la personne. Voilà, la communication que l'on doit faire, elle doit être formulée de bonne foi. Ensuite, bien évidemment, c'est l'injure. Voilà, on va pas aller porter des propos injurieux. C'est également l'incitation à la haine. Donc ça, effectivement, ça peut être aussi les propos discriminatoires vis-à-vis de certaines personnes, de leur appartenance. Donc effectivement, attention à toute communication, même si c'est de plus en plus fréquent de dire telle société ou tel dirigeant dit moi je vote pour tel candidat aux élections, voilà. C'est aussi assez important, on le voit dans les sponsors qui ont des partenariats avec des personnes publiques qui véhiculent et qui portent leur marque, de rompre ces partenariats justement lorsque ces personnalités publiques ont des comportements qui ne correspondent pas aux valeurs qu'ils veulent véhiculer
via la marque. Hein. Il y a la Mastercard qui avait arrêté avec un footballeur. Si on peut citer des personnes, effectivement, je ne sais pas si vous vous souvenez de Emmanuel Béard dans les années 90 prenant fait et cause pour les sans-papiers dans une église. Au final, elle a perdu des contrats, effectivement, des marques qui avaient un contrat avec elle à l'année sur la représentation de la marque. Et effectivement, c'est la conséquence un peu qui peut arriver. Oui, mais c'est toujours le même sujet. C'est ma liberté à moi et ma liberté d'expression par rapport au contrat que je peux avoir avec certaines marques. Et aujourd'hui, il se trouve que dans les contrats que peuvent avoir les sociétés avec des personnalités publiques, c'est de plus en plus encadré, justement, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, on va dire, de casting. Mais après, c'est pour rompre le contrat, c'est véritablement avoir des valeurs différentes ou avoir commis des faits pénalement répréhensibles. Ouais. Voilà. Alors justement, sur la communication digitale, aujourd'hui, tout le monde utilise des hashtags, y compris par exemple des hashtags de marque, histoire d'essayer de surfer sur un nom de marque, évoquer, faire une créa avec un logo, une personnalité publique, etc. Est-ce que ça, c'est légal au niveau des communications sur les réseaux sociaux ou sur un post LinkedIn? Et la personne qui l'utilise peut-elle se faire attaquer? Alors effectivement, l'utilisation des hashtags de marque soulève diverses questions juridiques. Déjà, effectivement, on l'utilise essentiellement dans les posts sur un format assez journalistique pour faire référence à une marque ou à un produit ou à une campagne. Enfin bon, il y a plein de... c'est assez divers en fait. Et les marques s'en servent parce qu'elles se sont dit, on va justement border cette utilisation. Elles vont elles-mêmes aller déposer à titre de marque ces hashtags. Alors, pour bien me faire comprendre, une marque, c'est un titre de propriété sur, là, en l'espèce, c'est une marque verbale, c'est un nom, il y a d'autres différents types de marques, mais là, on est sur un nom verbal, et elles vont le déposer pour qu'elle leur appartienne. Et c'est-à-dire, comme ça, en préserver l'utilisation. Donc, qu'elle cherche à faire, c'est qu'on évite la contrefaçon, et la contrefaçon, on l'obtient, on l'a en utilisant dans la vie des affaires, et ça c'est quand même important, un signe identique ou quasi identique à la marque pour des produits identiques ou quasi identiques si il y a un risque de confusion. Donc en fait, on a le droit de l'utiliser en dehors de la vie des affaires. Ça c'est assez clair, notamment pour le journalistique. Et ensuite, ce qui est interdit, ça va être par exemple l'atteinte à la réputation, notamment pour les produits de luxe qui le font beaucoup, ou si on veut se servir d'un hashtag de Nike ou Apple, alors que nous, on n'est pas du tout en train de parler de ce genre de produits-là. On est de produits souvent plus bas de gamme, mais on veut attirer le chaland à regarder et à acheter nos produits. Donc voilà, c'est ça, il faut faire attention. Ça, si c'est pour tromper le consommateur, c'est complètement interdit. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'une marque, je pense par exemple, on est en plein mouvement là en ce moment où les Chinois décident de mettre en avant les confections de marques de luxe qui se font là-bas, ça date de cette nuit, et sur TikTok ça a créé le buzz. Pour le coup, est-ce qu'il y a déjà des marques qui ont poursuivi parce qu'elles ont vu leur nom associé à quelque chose qui était négatif dans un hashtag? Est-ce que vous connaissez des exemples? Alors sur les hashtags, j'ai pas la référence ou la spécificité, surtout si ça date de cette nuit. La justice n'a pas le même temps que la communication digitale, mais les marques, moi j'ai travaillé dans une maison de luxe et elles sont extrêmement vigilantes. Elles ont des alertes partout dans le monde sur tout ce qui se fait justement pour pouvoir faire des procédures. Et donc aujourd'hui, bien évidemment, avec la communication digitale et cette ère numérique qui s'est ouverte, forcément, ça va très, très, très vite. Sur ces grosses marques-là, je vais à l'extérieur, elles déposent dans toutes les classes, en général, les noms? Non. Eh ben non, parce qu'en fait, ça ne sert à rien de déposer dans toutes les classes un produit ou un service. Il faut le déposer dans les classes dans lesquelles on l'utilise. Si ça ne se fait pas, des concurrents ou ceux qui souhaiteraient peut-être utiliser cette marque sur des produits et services autres,
pourrait attaquer la marque en déchéance sur ces classes-là. Donc ça ne sert à rien de déposer pour toutes les classes de produits et services. Et même dans ces classes de produits et services-là, il faut au contraire bien border les produits et services que l'on veut expressément protéger. C'est pour ça qu'il est essentiel de faire appel à des cabinets spécialisés. Okay. Voilà. Après, les marques notoirement connues ont, elles, on va dire une protection de toute façon plus large, parce que on va dire que le consommateur moyen a de toute façon immédiatement la référence. Ouais, bien sûr. La communication sur les autres. Alors, on va parler un petit peu des règles à respecter. Par exemple, on l'a déjà évoqué un petit peu en amont. Si une entreprise a critiqué publiquement un concurrent, une marque, quels sont les risques, je l'ai dit, et aussi, est-ce que ça tombe sous le coup de la diffamation, de la concurrence déloyale? Alors Sophie, vous avez un petit peu évoqué la diffamation. Le principe quand même, c'est la liberté d'expression. Voilà. La limite, c'est la diffamation. La diffamation, qu'est-ce que c'est? C'est quand on impute des faits précis à une personne, physique ou morale, qui porte atteinte à sa notoriété, à son image de marque. Il faut savoir que la diffamation, lorsqu'on la constate via une publication, on a un délai très 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 court pour agir. D'accord. À compter de la publication, la première, on a 3 mois pour aller déposer plainte. Ce délai est porté à 1 année si les faits sont à caractère raciste. Là, c'est 1 an. Okay. Voilà. Donc, il faut réagir très très rapidement. La concurrence déloyale, c'est lorsque via un comportement fautif, je cherche à bénéficier d'un avantage commercial, en fait, au détriment d'un concurrent. Je dois rapporter la preuve d'un préjudice économique. Pour être clair, par rapport à ces deux notions, on va considérer que la diffamation, ça concerne la personne, personne physique, personne morale. Le dénigrement, la concurrence déloyale et donc le dénigrement, ça concerne la critique du produit et du service. Par exemple, si j'ai une entreprise concurrente à une autre qui dit là, cette société, elle fait des malversations ou elle a fait une escroquerie au jugement, c'est de la diffamation. Si, en revanche, j'ai une publication qui dit ces produits sont très mauvais pour la santé parce qu'ils sont pleins de nitrites par rapport à d'autres produits, ça, c'est de la concurrence déloyale, c'est du dénigrement. Donc c'est vraiment la limite à poser. Soit ça touche à la personne, c'est de la diffamation. Ça touche au produit et au service, c'est de la concurrence déloyale, c'est du dénigrement. Ça amène une question qui est plus tard évoquée dans notre échange, notamment sur le fait que les éléments qui doivent être de l'ordre du pointage, de dire elle utilise des nitrites ou autres, doivent être prouvés, non? À un moment donné, quand on dit quelque chose, il faut pouvoir prouver. Oui, alors tout à fait. Après, là, il y a une loi donc qui a été promulguée, je crois que c'est en mars 2023, sur les lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que je crois il y a eu une affaire avec des laboratoires médicaux concernant, vous savez, la vitamine B qu'on donne aux bébés, la UV-dose. Un autre laboratoire avait publié un article en disant UV-dose, c'est pas la mort de nos bébés, mais quelque chose quand même d'assez percutant. Le laboratoire qui commercialisait UV-dose avait déposé plainte, avait recherché la responsabilité de ce laboratoire qui avait fait cette publication. Et alors en première instance, le laboratoire qui commercialisait UV-dose avait gagné. En revanche, à la cour d'appel, ce laboratoire qui critiquait ce médicament avait a eu gain de cause parce que la cour d'appel avait considéré qu'il y avait des études médicales avérées et précises qui rapportait effectivement la preuve que ce médicament pouvait entraîner des malaises des malaises pour les nourrissons. Et je crois que c'est à peu près la même chose pour les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, la limite effectivement à ce dénigrement, c'est que le lanceur d'alerte, il peut effectivement critiquer une marque, une société, un produit. Il faut juste qu'il le fasse pas pour des raisons lucratives, à son profit, et que ce soit vérifiable et que le but poursuivi soit un but d'intérêt général. Ok. Voilà.
D'accord. Alors, si on revient du côté, cette fois-ci, plus personne et communication en lien avec la personne, quoique même sur l'entreprise d'ailleurs, comment une entreprise doit-elle justement au mieux formuler ses communications marketing pour justement être dans l'évitement d'accusations telles que de la publicité mensongère ou trompeuse? Eh ben, tout est dans les termes que vous venez de dire. Il faut en premier lieu éviter que ce soit trompeur, c'est-à-dire vérifier l'exactitude de toutes les allégations que l'on va faire. On peut pas dire que notre produit c'est 100% naturel ou 100% bio, si ça ne l'est pas. Voilà, donc il faut éviter de tromper, faut éviter les exagérations de caractéristiques. Il faut afficher le total du prix et pas la moitié. Il y a des sociétés comme Booking qui se sont fait un peu épingler, où on affiche des prix très attractifs, puis au final on rajoute des taxes et on l'est beaucoup moins. Mais comme le consommateur est déjà sur le site, il va passer par Booking. Ensuite, c'est très lié aussi à tout ce qui est publicité comparative. Ouais. Tous les étés, on entend tel supermarché, telle marque de supermarché, les melons sont moins chers chez nous sur telle période. Donc ça, il y a eu des affaires assez retentissantes et en fait, c'est très encadré. C'est-à-dire, il faut avoir la preuve que sur un territoire donné, sur une période donnée, effectivement, on est les moins chers dans tout ce rayon-là. La comparative, je crois que ça fait à peu près 25 ans que on a le droit de faire de la publicité comparative. On a le droit de toute façon de faire de la publicité comparative, mais en fait, au vu des affaires judiciaires qu'il y a eu, effectivement, au fur et à mesure, on s'est rendu compte des règles qu'il fallait. C'est-à-dire la règle de preuve, il faut que je puisse prouver, si je suis à l'initiative de la publicité comparative, que je suis, si j'ai dit que j'étais le moins cher, sur cette période-là, et l'avoir bien avancé. Je suis le moins cher sur une période de 2 mois, sur telle région, où je suis le premier du classement. Ça, c'est très commun, on va dire, mais c'est très encadré. Et en fait, on a tout intérêt, les marques qui le font, les enseignes en tout cas, ont intérêt de le faire constater par un commissaire de justice en disant, vous faites tous les supermarchés du coin, regardez le prix de tel produit, on est effectivement les moins chers. Mmh. Oui. Après, c'est un encadrement comme l'encadrement des règles commerciales. Et voilà. C'est encadrement des règles commerciales et là également doubler des règles du droit de la consommation parce que c'est une protection du consommateur. Très bien. Alors justement, si on prend un exemple récent, je crois de KLM qui a été jugé comme utilisant une communication trompeuse. En l'occurrence, quelles sont, selon vous, les erreurs à éviter pour ne pas tomber justement dans ce type de situation? KLM, très clairement, ils ont été accusés de faire du greenwashing, genre on prend l'avion et ça fait du bien à l'environnement. Hein. On est un peu simpliste, mais c'était ça. En fait, ils ont été trompeurs. C'est exactement ce qu'on disait au tout début de la question précédente. La première chose à faire, c'est de ne pas tromper le consommateur. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc il faut éviter tout ce qui est vague et général. Je trouve surprenant qu'ils aient pas des équipes pour les aider, pour verrouiller ce genre de communication. Parce que c'est vraiment une communication à grande échelle. En fait, eux, ce qu'ils font, bien évidemment, si tout le monde était dans le droit, déjà nous n'aurions envie de vailler l'eau. Voilà. Mais en fait, eux, ce qu'ils se disent, quel est notre bénéfice par rapport à une condamnation? Si on gagne des clients, peut-être qu'on est gagnant. Ouais. Ça dépend. Sur le contexte du greenwashing, il y a quand même tellement aujourd'hui de répercussions et de choses qui sont des casseroles, hein, on va dire. Oui, mais bien sûr, il y a des casseroles. Je pense qu'ils l'ont fait haïtien. Moi, je pense qu'ils savaient qu'il y avait un risque. Les équipes de mais ils se sont dit, on le tente. Ils ont fait le bilan bénéfice-risque, et c'est que le bénéfice était supérieur au risque. Et alors après, c'est un pari. Ok. Alors, en pensant que les gens sont suffisamment naïfs pour comprendre pour ne pas comprendre, ce qu'il y a derrière. Parce que c'est quand même pas extrêmement compliqué de voir. Oui, mais de notre côté, au quotidien, on utilise tous des produits polluants et certains veulent être écolos. Bon, donc voilà, donc il y a toujours cette contradiction là et les sociétés enseignent, sur le fly responsibility
de KLM, ben voilà, c'était bien tenté, ben voilà, c'était bien essayé, mais effectivement, c'était faux, c'était trompeur. Et c'est ça, la base de la décision, elle est là. Ouais. Alors, si une marque, je reviens encore sur les réseaux sociaux, mais en même temps, je sais qu'il y a quand même beaucoup de choses, et moi, des fois, je tombe sur des choses, je me dis, mais comment certains peuvent être capables de faire ça? Si une marque est critiquée, justement, publiquement par un influenceur ou un consommateur, notamment, il y a une mode en ce moment, ce qu'ils appellent le de-influencing. C'est-à-dire, c'est de l'influence, mais à l'envers. Du genre, vous avez cette télécommande, là, je vais vous expliquer pourquoi faut pas l'acheter. Et c'est une vraie mode, ils ont donné un nom à ça, où les gens font l'inverse de la mise en avant d'un produit. Qu'est-ce que peut faire une marque et quels sont ses recours juridiques par rapport à ce genre d'influenceurs qui pourrait critiquer publiquement Alors, déjà, les marques, elles ont vite compris qu'il y avait un grand intérêt à faire appel à des influenceurs parce que 49% des consommateurs déclarent justement, alors pas forcément les suivre, mais regarder ce qui se passe. Donc les marques investissent beaucoup. Ce que disait Alexandra tout à l'heure, le principe c'est de toute façon la liberté d'expression. Donc l'influenceur, sous les limites effectivement de l'article 10 de la CEDH, il peut émettre ses opinions personnelles. Et on en revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure, la diffamation. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? C'est porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne, c'est-à-dire le faire de bonne foi, et ensuite tout ce qui est dénigrement. Donc là on en revient sur la concurrence. Ce qu'il ne pourrait pas faire notamment, c'est dire que cette télécommande elle est pourrie s'il n'en a pas la preuve. Tout ça parce qu'il était payé par l'enseigne concurrente. Ça, il a pas le droit. Je pense pas qu'il serait payé par des enseignes concurrentes. Cette mode, elle est pas faite pour forcément être contre un concurrent. Je pense que il y a une sorte de sur la rubrique des POV, donc des point of view, les gens se disent aujourd'hui on peut dire ce qu'on veut, y compris si on n'est pas d'accord ou si on a une mauvaise expérience quelque part, et le réseau social devient un BIA. Ouais, un peu comme les habits, en disant je suis pas content, j'ai mal mangé dans ce restaurant. C'est ça. Mais ça, c'est juste l'expression libre de son opinion. Donc ça peut critiquer sans que ce soit du moment que c'est pas très agressif. Du moment que ça reste mesuré. Le droit à la critique existe en fait. On peut critiquer. Il faut juste que ça dégénère pas en abus. Ouais. Voilà, on a le droit de critiquer, ça doit juste pas dégénérer en abus. En fait, c'est un peu comme épingler certaines pratiques là de ce que je comprends. Aussi, il y a des influenceurs, alors je les appelle influenceurs ou lanceurs d'alerte un peu, qui justement ont épinglé toutes les agences de com, par exemple, qui avaient dans leur management des certains Valence Jorzy, tout ça. Ça, c'est de la liberté d'expression. Ça fait bien évidemment pas plaisir aux agences qui sont épinglées et qui ont d'ailleurs attaqué. C'est Anne Boissard, c'est ça, je crois. Et du coup, mais il se trouve. Elles sont allées sur le terrain de la diffamation, mais pour l'instant, elles ont pas eu gain de cause. Ouais. Là, ce sont des faits qui sont avérés. Ouais. C'est ni de la diffamation, ni du dénigrement. En tout cas, sur les deux, elles sont pas... D'accord. Et le fait de partager du contenu, alors là, je pense notamment d'autres créateurs. Moi, je vois des fois une image d'une personne utilisée dans une autre image sur un site web. On a l'impression, alors je pense qu'il y a un lien avec l'usage commercial ou pas, mais vous allez me répondre là-dessus, qu'on a le droit, et est-ce que ça peut poser un problème juridique? Alors, sur le partage de contenu, en fait, c'est souvent géré par les plateformes. Mais là, quand on dit partage de contenu, je sais pas ce que vous faites référence à tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, je fais un contenu, je dis n'importe quoi, sur LinkedIn. Et tous ceux qui aiment ce contenu vont soit vont le partager là, le récupérer. Ça, c'est prévu. Et c'est légalement prévu sur ces plateformes-là. Parce que normalement, le principe, c'est le droit d'auteur. J'ai fait quelque chose d'original qui est protégé par le droit d'auteur de fait, sans aucun dépôt à faire.
Donc, les autres n'ont pas le droit de l'utiliser. Sur ces plateformes, c'est l'inverse. Ouais. C'est-à-dire que j'ai fait un contenu pour que les autres soient informés et le voient. Et en plus, ça me fait plein de, je sais pas si on appelle ça des lignes dans votre langage, si tout le monde le republie. Donc, c'est presque le but recherché. Donc ça, on a le droit. Par contre, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est dans le commentaire. Par exemple, quand on le partage avec un commentaire, et là, d'être justement diffamatoire ou discriminant ou ce genre de choses. Ok. Alors, si on revient sur la communication sur soi, les règles à respecter, on va les réévoquer un petit peu. Je pense notamment beaucoup de créateurs de contenu, ils aiment bien faire des études de cas, soit sous forme vidéo, soit sous forme de visuel. Et est-ce que ces études de cas qui leur donnent l'impression d'avoir une légitimité, en tout cas, parfois ils en ont d'ailleurs, ils peuvent avoir travaillé dans l'entreprise et autres, mais parfois ils en ont pas forcément, mais ils se sont dit, je veux expliquer un concept marketing d'une marque, etc., sur LinkedIn, Instagram et autres. Est-ce que ça révèle du même cadre juridique que la publicité et quelles sont les limites? Tout dépend pourquoi est faite cette communication, mais une étude de cas, c'est pour expliquer une situation souvent, hein, si je me trompe pas. C'est pas forcément pour vendre un produit ou un service. Donc on n'est pas forcément dans ce qu'on appelle le droit des affaires dont je parlais tout à l'heure en lien avec le code de propriété intellectuelle. Donc on n'est pas on ne serait pas dans le cas de la contrefaçon. On est juste sur la libre expression de quelque chose que l'on a envie de partager avec notre réseau, sur les réseaux les réseaux sociaux. Attention, il faut pas que ce soit de la publicité déguisée, sinon effectivement, on passe de l'autre côté sur Mais sinon, la vie des affaires. Il y a une certaine liberté quand même là-dessus. Toujours à l'exception de dénigrement, diffamation. Ça, c'est les 2D là qui va bien. Non, mais je comprends. Après, moi, je me mettais dans la peau de, par exemple, moi-même, Cyril Thiard, si j'ai envie d'utiliser le nom d'une personne ou d'une marque pour un concept, je trouvais ça un petit peu limite. Alors, pour un concept de faire quoi, par exemple? Bah, en fait, ça survalorise. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens aimant ou suivant des marques, elles ont un côté, ça marche plus facilement, en fait, pour expliciter. Vous-même tout à l'heure, vous l'avez dit sur un exemple, mais montre en pratique un concept ou une loi ou quelque chose. Donc là, pour le coup, moi, je me sentirais légitime, par exemple, d'évoquer un de mes anciens emplois parce que j'ai travaillé, mais de dire, je vais vous expliquer ce concept marketing par le biais de la société Tartampion. Je trouverais ça un petit peu bizarre. Ah ben non, parce que ça, vous faites de la publicité pour votre agence en disant, si je comprends bien, là votre cas c'est de la publicité, c'est pas une étude de cas. Alors c'est plus ou moins, c'est déguisé en fait aujourd'hui ce qu'on appelle de la communication, c'est on valorise son expertise en traitant un sujet. Si on passe dans la publicité, c'est-à-dire je fais la publicité de produits et services, je suis dans la vie des affaires et je ne peux pas utiliser la marque d'autrui, le nom de sa société, tout ça, pour faire ma pub à moi. Donc, à la fin d'un carrousel, il faut pas marquer un truc genre nous faisons des formations d'alétance sur ce concept. Ou alors faut être loyal, faut clairement dire que voilà, c'est à but, faut être transparent quoi. Ok. J'avance un petit peu dans les questions, il m'en reste quelques-unes et je vous libère. Les entreprises qui publient notamment des chiffres, alors les entreprises ou les entrepreneurs, sur leur succès et qui disent, parce que moi je trouve que c'est un peu la foire ou le marché, là chacun on a l'impression va amener son plus X% de chiffre d'affaires, plus X millions gagnés, etc. sans forcément avoir des sources, des vérifications. Est-ce que ça a des risques comme de sanctions et qui peut contrôler ça? Alors très clairement il y a des autorités. Alors effectivement quand on voit tout ça, c'est comme sur tous les réseaux, on a l'impression que la vie des autres est absolument géniale et qu'il n'y a aucun problème économique en France. Mais là on est sur de la pratique commerciale trompeuse, si ce n'est pas avéré, sur aussi de la pratique déloyale et de la publicité mensongère. On tourne toujours autour un peu des mêmes thèmes, mais quelle est l'autorité? C'est l'autorité de la concurrence, hein. Plus que les dommages à intérêt, ce qui est intéressant, c'est le retentissement public de la sanction. Oui, tout à fait. Quand on fait une action en concurrence déloyale, par exemple, devant le tribunal de commerce, pour demander des dommages et intérêts, notamment pour le préjudice subi, on peut prévoir et demander au tribunal d'ordonner la publication de la décision. Ouais.
Ça, c'est demandé par le demandeur. C'est demandé, voilà, par la Non, victime. on l'a vu, je sais pas si ça se fait toujours, mais moi, à l'époque de mes études, bon, ça, il y a quelques années, on le voyait, hein, les premières pages, par exemple, de Paris Match, il y avait, elle s'était barrée avec la décision de justice. Oui. On le voit, alors, je lis pas souvent ce magazine, mais, Non, mais il y en a eu, oui, bien sûr. Il y en a eu. J'ai l'impression que ça allait un peu moins, mais, Ça l'est un peu moins, mais c'est vrai qu'il y a des personnalités qui sont reconnues pour systématiquement attaquer dans les milieux, notamment cinéma et compagnie. ouais. Deneuve est très réputé pour ça. Mais c'est comme une stratégie de marque un peu qu'ils ont. Ah bah ils bien sont sûr, une mais marque. leur nom est une marque, on est Oui, complètement d'accord. Et donc, ils ont cette même stratégie de tout attaquer. Exactement, exactement. Pour terminer, et j'aimerais aller un petit peu à l'écart de ce podcast qui était très instructif, évoquer notamment, j'ai certaines personnes que je connais qui sont parfois contraints dans des contrats justement avec soit des prestataires ou autres qui leur donnent des durées d'engagement sur plusieurs années sans forcément possibilité de résiliation en cas de non-performance. Est-ce que vous pensez, alors c'est peut-être pas une opinion que je vais demander, mais plutôt est-ce que ça peut être considéré comme abusif par rapport au contrat qui est proposé au départ? Alors, le contrat, effectivement, ça fait la loi des parties. D'accord? C'est ce qui s'applique. Les engagements perpétuels, c'est interdit. Bon, donc là, on n'est pas sur un engagement perpétuel, mais vous considérez qu'on est sur un engagement à très long terme. Alors, ce serait quoi un engagement à très long terme? Alors, en général, 4 à 6 ans, je crois, c'est les moyennes qu'ils peuvent donner. Pour eux, ça leur paraît très long parce que si le premier élément qui leur est fourni dans les 2-3 premiers mois, ça leur convient pas et qu'il n'y a pas de changement, ils se disent il me reste 3 ans à payer une mensualité énorme. Alors, il faut comprendre que dans les contrats synallagmatiques, donc dans les contrats où on a des obligations de part et d'autre, la condition résolutoire, elle est toujours sous-entendue. C'est-à-dire que même si je suis tenue par une durée ferme du contrat, parce que si je conclue, si je résilie avant terme, je vais devoir une indemnité de résiliation qui va quasiment m'amener à payer tout le contrat comme s'il avait été exécuté jusqu'à son terme, ce qui a un effet dissuasif. Déjà, ça peut être réduit, d'accord, par décision de justice, mais c'est pas parce que je suis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée avec une durée d'engagement ferme que je ne peux pas aller résoudre mon contrat. Par contre, c'est à mes risques et périls. C'est-à-dire que je prends le risque, effectivement, de devoir une pénalité financière à mon co-contractant. Généralement, quand il se passe quelque chose comme ça, on saisit un juge et on fait trancher, effectivement, le fait de savoir si ma résiliation, elle était fondée, si j'étais en droit de le faire. D'accord? Effectivement, le juge arbitrera, interprétera pour savoir si le manquement que j'allègue à l'égard de mon co-contractant était suffisamment grave pour justifier d'une résiliation avant le terme du contrat. Mais alors, dans le cas de quelque chose qui me vient en tête et dans un des éléments qui font nos spécificités, en général, ils disent on vous garantit d'avoir par exemple un site web qui va être visible sur le web. Mais le terme de visibilité, comment un juge peut lui-même l'analyser puisqu'il n'a pas les compétences forcément pour l'analyser? On se constitue pas de preuve à soi-même en justice. Donc, si votre point d'attaque, c'est de dire, vous m'avez livré un site web qui est pas visible ou qui ne fait pas le nombre de vues requises tel que vous vous étiez engagé dans votre contrat, je vais passer un commissaire de justice et je fais constater effectivement le nombre de vues. D'accord? Après, tout est question également de savoir si les engagements du professionnel qui dit je vous garantis tant de vues sur votre site internet est une obligation de moyens. C'est-à-dire je vais tout mettre en œuvre pour arriver à ça. Et si j'y arrive pas, c'est pas de ma faute à partir du moment où j'ai tout mis en œuvre. Ou si j'ai une obligation de résultat. Bien sûr. Tout dépend comment est écrit le contrat. Ok. Oui, ça paraît logique. Bon, en tout cas, c'était extrêmement instructif. Je vous remercie beaucoup pour ces quelques questions-réponses et aussi pour la pertinence que vous y avez mis. Je vous invite également à venir l'écouter quand ce sera disponible et peut-être un petit message aux auditeurs si jamais ils veulent prendre contact avec vous directement sur le site web de Auban Avocat. C'est parfait. Donc voilà, on vous remercie beaucoup. Merci Cyril. Bonne continuation à vous. Merci Cyril. Merci pour votre écoute, on se retrouve au prochain épisode, c'était Caméra Obscura 3.0. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux.